car il faut être au sommet à midi pour ne pas redescendre dans la nuit et le froid. Chaque Suisse le sait. En ce qui concerne la consommation de pétrole, nous sommes arrivés au sommet sans nous soucier de savoir comment on allait redescendre. Le peak of oil, la plus grande capacité d'exploitation de pétrole possible, sera bientôt atteint. Ensuite, la descente sera raide. Sur le plan du travail rémunéré, le plein emploi est également une phase provisoire. Un sommet. Le travail rémunéré a déjà dépassé son pic. En 1995, le futurologue Jeremy Rifkin prophétisait déjà les conséquences de la fin du plein emploi. Les pronostics de Rifkin sont controversés, mais ils ne sont pas sans fondement. En 1982, la production d'acier aux USA se chiffrait à 75 millions de tonnes et occupait 300 000 travailleurs. En 2002, 100 millions de tonnes furent produites avec seulement un quart des effectifs, soit 74 000 travailleurs. En même temps sont apparues de nouvelles places de travail, quelques centaines peut-être, dans le consulting et les technologies hautement spécialisées. Ce n'est pas le privilège de la production industrielle classique. Le même processus s'observe dans bien des domaines appartenant au secteur des services. La banque online en est un exemple extrême qui illustre néanmoins toute une évolution. Pour le même nombre de clients, elle n'a besoin que du 10e de l'effectif d'une banque conventionnelle. Ce développement ne se limite pas aux pays industrialisés. Il se manifeste dans le monde entier. Partout, les effectifs diminuent, alors que la productivité augmente. Là où le travail ne devient pas culture du travail, tout devient monoculture. Ce qui vit est la limite de la rationalisation. À l'avenir, les places de travail ressembleront à celles des artistes et des publicistes, non sous forme d'entreprise. Alternativement, beaucoup, puis peu d'argent. Beaucoup, puis peu de travail. Seul, puis en équipe. Et la plupart du temps, à durée déterminée et à la maison. Les temps nouveaux exigeront qu'on se laisse plus mener par la haine et la peur, mais qu'on réalise ses visions les plus hautes de la meilleure manière possible. Il y a 100 ans, quelqu'un qui travaillait dans l'agriculture produisait assez pour 3 autres personnes. Aujourd'hui, un agriculteur produit assez pour 120 personnes. Pourquoi? On le voit ici. C'est comme ça. Et bientôt il en sera ainsi presque partout. Aujourd'hui, un seul ouvrier fait tourner 100 fois plus qu'il y a 100 ans. C'était le but des générations qui nous ont précédés. Quel est le but aujourd'hui? Que tout continue dans le même sens et que la marche en avant soit un retour en arrière pour toujours plus d'humains? Un retour à la peur de nos ancêtres pour la survie, comme si nous n'avions pas besoin de nouvelles idées? Aujourd'hui, l'innovation technique semble aller de soi. Il en va cependant tout autrement de l'innovation sociale. Faut-il pour cela que la barque fasse naufrage? Lorsque l'esprit ne progresse pas, le corps régresse. Les changements sociaux nécessitent d'autres forces que celles qui entraînent les machines. Dans le sillage du progrès, le social tangue. Qu'en est-il de l'état social? Pour reconnaître et décrire quelque chose de vivant, il faut d'abord en extraire l'esprit,
On a alors les morceaux en main. Hélas, il manque encore le lien spirituel. Je ne vous comprends pas très bien. Tous ces propos me rendent bête, comme si ça moulinait dans ma tête. C'est ce qui se passe lorsque tout devient plus simple, grâce à encore plus de formulaires et encore moins de collaborateurs. Si le contrôle et la méfiance étaient les moteurs qui font avancer une société, alors l'Allemagne de l'Ouest aurait absorbé l'Allemagne de l'Est. Que se passe-t-il avec la justice? Et pourquoi chaque doigt de ma main a-t-il une longueur différente? Une performance a-t-elle vraiment besoin d'une contre-performance? Le malentendu commence lorsqu'on croit aller au travail pour soi-même, parce qu'on en retire un revenu. Pourtant, tout le monde a un revenu, car tout le monde en a besoin. Chacun est redevable des prestations des autres. Si le revenu était seulement lié au travail, il faudrait donner les plus hauts revenus aux machines. En fait, les hommes qui cèdent leur travail aux machines ont tout de même besoin d'un revenu. Bien entendu, le revenu de base ne supprime pas le travail rémunéré. Il ne lui enlève que son monopole. Et il donne plus de marge de manœuvre pour les choses sérieuses. Et le sens ne se trouve pas seulement dans la fonction. Il y a bientôt 50 ans, en Suisse, une machine à laver coûtait 3550 francs. C'était beaucoup d'argent. 50 ans après, la même machine coûte 3195 francs. Le prix est resté quasiment le même. Mais un franc valait alors 3 fois plus que maintenant. C'est-à-dire que la machine coûte aujourd'hui le tiers de ce qu'elle coûtait il y a 50 ans. Une coupe de cheveux coûtait environ 3 francs 50. Et aujourd'hui, environ 40 francs. Autrement dit, là où on a pu optimiser les méthodes et utiliser la technologie, là où le travail humain a diminué, les coûts ont baissé. Par contre, là où ce n'était pas possible, par exemple chez le coiffeur, les coûts ont augmenté. Le travail humain coûte cher. Parce que les hommes ont besoin d'un revenu et qu'ils paient un impôt sur ces revenus. Si nous considérons son pouvoir d'achat, le coiffeur ne gagne pas plus aujourd'hui qu'autrefois. C'est en comparant ces évolutions de prix qu'on peut voir le genre de travail qui peut être rationalisé et celui qui ne peut pas. Et on comprend ce que signifie pour nous la rationalisation. Si le prix de la machine à laver avait suivi celui de la coupe de cheveux, elle coûterait aujourd'hui 40 000 francs. Si je ne connais pas toutes les charges dont la machine à laver m'a libéré, à part qu'elle lave mon linge, je ne peux pas savoir non plus si le revenu de base a le caractère d'une impulsion culturelle. Il y a 212 ans, dans son ouvrage Agrarian Justice, Thomas Paine réclamait déjà un revenu de base. Il argumentait ainsi: tous les hommes naissent égaux, et la terre nourrit tout le monde. Lorsqu'un être humain vient au monde, il a droit à un morceau de terre pour se nourrir. Mais lorsque la terre est déjà entièrement partagée entre quelques-uns qui pensent qu'elle leur appartient, il faut créer une compensation. Cette compensation est un revenu de base pour ceux qui n'ont pas de terre et ne peuvent ainsi subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Mais depuis, le vent a tourné. Même celui qui possède la terre ne peut plus subvenir à ses propres besoins. Cela va mieux pour tout le monde si je ne dois pas construire moi-même mon tracteur et si mon champ ne sert pas seulement à mes propres besoins.
car le fruit de mon travail est toujours pour les autres. L'autosuffisance signifie que je fais pousser mes propres légumes et que je vis de ce que je peux produire. Ce qui dans nos pays ressemble à une production vivrière n'en est pas une à proprement parler, mais plutôt un terrain d'expérience. Notre vie dépend de ce que les autres produisent. Tout mon travail est accompli pour les autres, et tout ce dont j'ai besoin a été produit par d'autres. C'est avec l'argent que cette interaction fonctionne. La valeur produite par le travail se concrétise lorsque le fromage est payé par l'acheteur.